Sur TVC9 et TV Témis, bienvenue à votre bulletin d'actualité. Bien sûr, on se parle cette semaine du départ du ministre régional François Legault. On parlera de camionnage. Les amateurs de foot, du soccer, du Témiscamingue, dont de nombreux membres de la communauté africaine et témiscamienne, ont assisté au match de la Coupe d'Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier dernier. 28 jours de compétition à Ville-Marie et de nos pirates de Ville-Marie. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce bulletin Info Témis. D'abord, l'Abitibi et le Témiscamingue perdra son ministre responsable. Je vous le disais, le premier ministre annonce qu'il quitte ses fonctions après 7 ans comme premier ministre. Selon lui, les citoyens espèrent un nouveau premier ministre. Il était à la CAQ depuis 2003. Il quitte ses fonctions tant de premier ministre que de ministre responsable de la région quand le parti aura trouvé la personne qui lui succédera. Une sélection des membres qui devrait s'effectuer au maximum d'ici 6 mois avant la prochaine élection générale, 6 mois plus tard. Sa plus grande fierté est d'avoir réussi depuis 2018 à classer le Québec en tête de l'économie canadienne. Il se dit aussi fier des améliorations effectuées dans les budgets en santé, en éducation et en culture. Les sommes disponibles ont été, selon lui, haussées de près de 60% ou davantage dans chacun de ses ministères. Il remercie les Québécoises et Québécois de lui avoir offert le plus grand honneur de sa vie, celui d'être premier ministre. Nous avons recueilli des commentaires suite à cette démission. Monsieur Vaillant, maire de Notre-Dame-du-Nord, on avait entrepris des démarches avec le premier ministre et ministre responsable de l'Abitibi et du Témiscamingue. Son départ, qu'est-ce que ça vous amène comme réaction? Il y a eu un petit moment de stupéfaction quand on a appris la nouvelle. On ne s'attendait pas que ça se fasse aussi rapidement. Naturellement, dans le contexte actuel, il demeure en place. Donc, il est encore aujourd'hui le ministre régional et le premier ministre. Alors, les dossiers se poursuivent et on ne relâche pas l'attention ni la pression pour faire avancer, que ce soit sur le dossier de l'eau potable pour la nouvelle usine de filtration des eaux et du nouveau puits, que ce soit aussi sur le dossier de la sécurité publique. Est-ce que vous avez des craintes, cependant, qu'il n'ait pas le temps ou la motivation de compléter? Oui, il fallait s'y attendre un peu. On est en année électorale, donc automatiquement, il y a des décisions qui devront être prises. C'est certain que ça vient amener une incertitude additionnelle. On pourrait se plaindre. Moi, je choisis de prendre l'initiative et d'aller de l'avant, et donc de ne pas attendre qu'on vienne nous proposer des solutions. On les met en place et on continue à avancer en espérant aussi que le reste suivra et que le soutien demandé arrivera. Et depuis l'annonce, est-ce que des contacts ont eu lieu entre le bureau de la CAQ et Notre-Dame-du-Nord? Oui, toujours via le député Daniel Bernard. Okay. Et donc, à ce moment-là, je suis en contact régulier avec son bureau. Et donc, pour l'avancement des dossiers, il y a eu, avec la dernière situation de l'eau potable à Notre-Dame-du-Nord, où nous avons été alimentés pendant presque un peu plus de 3 semaines par Témiscamingue First Nation. Mm-hmm. Et donc, dans ce contexte-là, c'est certain qu'on a interpellé à nouveau le bureau du ministre responsable de la région, M. Legault, pendant cette période pour les informer de la situation que l'on vivait et de l'urgence et de l'importance de débloquer les fonds nécessaires pour la construction de cette nouvelle usine. Et avec M. Bernard, vous êtes en affaires, comme on dit, vous êtes conscient et vous pensez que la marchandise sera livrée? Je ne peux qu'espérer. La seule chose que je peux dire, c'est que oui, j'ai le soutien nécessaire. Il travaille les dossiers, il nous soutient dans les démarches que l'on fait, mais encore une fois, je ne compte pas que sur M. Bernard ou sur d'autres personnes. À Notre-Dame-du-Nord, on met en place certains projets, certaines initiatives, de sorte à ce qu'on puisse mieux prévenir les problématiques. M. Lefebvre, le départ de François Legault, est-ce qu'encore une fois, ça ne met pas l'économie témiscabitibienne sur pause?
Bien, écoutez, c'est sûr que on sait qu'il y a des élections qui vont être là à l'automne. Fait que ça, à chaque fois que cette période arrive, aux 4 ans, certainement qu'il y a des dossiers, soit qui prennent un peu plus de temps. Parfois, c'est quand il y a un changement de gouvernement, il faut reconvaincre. Maintenant, écoutez, dans l'annonce qui s'est faite la semaine dernière, où est-ce qu'on nous a rassuré, à court terme, hein, on va le dire comme ça, parce que M. Legault étant le premier ministre, oui, mais surtout le ministre régional de notre région, l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on a eu vendredi passé une information, c'est-à-dire un team là, avec Geneviève Bellil, dans le fond, qui est son attachée politique pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'elle nous a rassuré, de un, pour nous dire que M. Legault ferait avancer tout ce qu'il peut avant son départ, parce que bien qu'il a annoncé qu'il quittait, c'était pas la journée même, là. Donc, tant qu'il n'y aura pas de remplaçant, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre le relais, et puis qui pourra prendre la région sous ses ailes. Donc, je pense que pour les semaines qui s'en viennent, on va focusser beaucoup les 5 préfets de la région à maintenir ces liens-là. Et Mme Bellil a été super gentille. Elle nous a dit, par secteur, le Témiscamingue, que ce soit le secteur d'Abitibi, Ouest, Abitibi, Val-d'Or, Rouyn, appelez-moi s'il y a des avancements, des choses sur lesquelles on peut travailler, parce qu'on sent en tout cas que c'était pas dans les 48 heures qui s'en viennent. Donc, il y aura une poursuite quand même de ce qu'on a établi. Un respect des engagements. Oui, un respect des engagements. Puis, on l'a quand même senti quand il est venu à Témiscamingue dernièrement, M. Legault. On n'aurait pas prévu qu'il allait laisser quand même, là. Et puis, il a questionné des choses particulières, que ce soit sur le financement, les logements, la partie migration. Fait que je pense qu'on souhaite. On ne veut pas juste le penser, on souhaite qu'il sera encore collaborateur pour plusieurs semaines pour nous permettre en région, particulièrement pour la partie migration qui est très difficile là, pour les entreprises, et puis pour différents dossiers dans le fond, là, effectivement. Il pourrait y avoir des pertes d'1 million là, d'ici à la fin de l'année s'il n'y a pas de changement, si l'immigration doit quitter, ce qui n'aurait pas d'allure pour nos entreprises. Il nous a rassurés, ou en tout cas il a tenté de nous rassurer sur le fait que la communauté immigrante vont recevoir de plus en plus de lettres pour confirmer leur maintien ici au Québec et particulièrement dans les régions, parce qu'on se dira que ce qui est voulu là-dedans, c'est de protéger le plus possible des emplois qu'il y a dans les entreprises régionales, plus que dans les grands centres, par exemple. Est-ce que ça va se confirmer de cette façon-là? Moi, c'est sûr que de façon régulière, là, j'essaie d'être en lien avec nos entreprises locales pour voir où est-ce qu'ils en sont, là. Et puis, fait que c'est ce qu'on souhaite le plus. Fait que dans le fond, sur le départ de M. Legault, je pense qu'on peut être rassuré à court terme, mais c'est clair qu'à long terme et avec la campagne électorale qui s'en vient, il y aura certainement des choses. On ne sait pas s'il va y avoir changement de gouvernement, mais si jamais, même s'il y a un changement, est-ce que vous tenez, vous comme préfet de la MRC de Témiscamingue, à ce qu'un ministre responsable de la région soit encore là? C'est clair, et surtout quelqu'un qui demeure en Abitibi-Témiscamingue. Vous savez, on l'a vécu depuis 2 ans, 3 ans, là, puis je veux dire, j'enlève rien à M. Boulet, qui l'a été responsable régional, à M. Legault, qui est quand même premier ministre, mais quand les gens sont pas sur le terrain même, dans le peu de temps qu'on a à les rencontrer, parce qu'ils viennent rarement quand ils sont de l'extérieur, alors que quand on a la chance d'avoir un député local, puis qui viennent, je le mentionnais tantôt, là, de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ou des 2 autres secteurs, ben on a quelqu'un qui est témoin davantage, qui entend parler, oui, de son milieu, mais des voisins. Alors que quand on a un ministre régional qui provient du secteur de Trois-Rivières ou que tu es premier ministre, écoutez, c'est pas ce qu'on souhaite, là. Alors, puis moi, je l'ai dit à M. Legault. J'ai dit, écoutez, quand on a su que c'était vous qui étiez nommé ou que vous nommiez comme responsable, on avait tous le droit d'être inquiets, puis avec raison, parce qu'ils ont peu de temps, ces gens-là. Mais moi, j'ai dit, j'aimais mieux regarder l'autre côté, puis de me dire, dans le fond, à qui on donne des responsabilités ou des tâches dans nos communautés, dans nos milieux, on essaie de mettre ça dans les mains des gens qui sont occupés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peu de temps, donc ils veulent que ça avance.
Et les enquêteurs du poste principal de la MRC de Témiscamingue, en collaboration avec les policiers du service de police de Témiscamingue First Nation, ont procédé le 11 décembre à une perquisition dans une résidence de la rue Paulson à Notre-Dame-du-Nord. L'opération découle d'une enquête menée à la suite d'une série d'introductions par effraction et de vols survenus dans le secteur au cours des derniers mois. Munis d'un mandat, les enquêteurs ont saisi près de 80 objets soupçonnés d'avoir été volés. Jusqu'à présent, plusieurs personnes ont été rencontrées. Aucune arrestation n'a encore été effectuée. L'enquête se poursuit donc. Ajoutons aussi que le 16 décembre dernier, les policiers du poste principal de la MRC de Témiscamingue ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants. Ça s'est passé dans une résidence sur la 2e avenue à Belle-Terre. Le résident, un homme de 64 ans, a été arrêté et libéré après interrogatoire, il devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être portées contre lui. Chez lui, les policiers ont saisi des quantités impressionnantes de drogue, 100 grammes de cocaïne, 150 comprimés de méthamphétamine et 2000 $ en devises canadiennes, des fruits et de la vente de ces stupéfiants. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peuvent être communiqués à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-42-64. Puis, un motoneigiste a été arrêté le 4 janvier sur un sentier de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario, dans le secteur Nipissing-Ouest. Les agents de la police provinciale en Ontario effectuaient une patrouille entre Sturgeon Falls et River Valley quand ils ont intercepté le conducteur qui était en possession d'une motoneige volée. L'homme de 26 ans de Nipissing-Ouest a été accusé de possession de biens obtenus par un crime de plus de 5 000 $. L'accusé doit comparaître devant le tribunal à North Bay en février. Et les policiers motoneigistes et quadistes, la Sûreté du Québec, la SQ interviendront régulièrement dans les sentiers fédérés au long de la saison hivernale qui se poursuit, on le sent. Cette présence policière accrue vise à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors route à l'importance d'adopter des comportements responsables dans des conditions hivernales pour assurer des activités sécuritaires. Et le 11 décembre dernier, les patrouilleurs du poste de la ville de Rouyn-Noranda, conjointement avec des agents de contrôle routier Québec, ont effectué une opération visant les véhicules lourds sur le boulevard Rideau à Rouyn-Noranda. En tout, 4 conducteurs interceptés, des constats d'infraction remis, notamment pour avoir circulé à un endroit leur étant interdit. Ce genre d'opération conjointe démontre la volonté de nos deux organisations à travailler en collaboration afin de sécuriser le réseau routier. Et continuons dans le monde du camionnage. Les corps policiers du Québec ont mené 1160 opérations en novembre dans le cadre de l'opération Plan de surveillance des véhicules lourds en partenariat avec Contrôle routier au Québec. Au total, 1845 véhicules lourds interceptés, 1909 constats d'infraction remis. Les contrôles ciblaient notamment le non-respect de la signalisation, le suivi trop rapproché, les distractions au volant, l'absence de ceinture, le refus de céder le passage et la vitesse excessive des camionneurs. Les vérifications touchant les propriétaires et exploitants portaient aussi sur les heures de conduite, la ronde de sécurité, les équipements non conformes et les limitateurs de vitesse. L'offensive, et vous observez les nouvelles à ce sujet, vous comprenez, vise à renforcer la surveillance et à prévenir les comportements dangereux sur le réseau routier. Et il y a aussi de l'alcool et de la drogue sur nos routes. Les policiers du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile, la SAC, SAAQ, ont dévoilé le mercredi 14 janvier un bilan de l'opération nationale concertée alcool-drogue s'étant déroulée entre le 4 décembre 2025 et le 4 janvier 2026. Durant la période, plus de 2300 contrôles routiers ont été réalisés à travers la province, plusieurs conjointement. La mise en place de ces contrôles routiers ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue a permis aux policiers d'intervenir autant de manière
coercitive qu'en matière de sensibilisation auprès de nombreux conducteurs. Bien que la période des fêtes soit terminée, les opérations policières visant la prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l'année. Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes pour procéder à la détection de la conduite avec capacité affaiblie et mettre en état d'arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l'alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire en vigueur permet aux policiers d'exiger qu'un conducteur fournisse un échantillon d'haleine au bord de la route, et ce sans soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne. Peu importe le moment de l'année, la règle continue de s'appliquer quand on consomme alcool ou drogue, on ne conduit pas. Prévoyez donc une solution de rechange, elles sont nombreuses et accessibles. Et du 26 janvier au 6 février se déroulera la campagne de sécurité en transport scolaire de la Fédération des transporteurs par autobus. Chaque année, les policiers prennent part aux opérations routières et activités de sensibilisation auprès des élèves dans les écoles en collaboration avec les transporteurs. On vous invite à prendre connaissance du site Internet de la campagne M'as-tu vu? Et parlons de prison chez les Autochtones. Les adultes autochtones qui ont été incarcérés à un taux 10 fois plus élevé, supérieur à celui des adultes non autochtones dans 6 provinces. C'est ce que révèle le récent rapport de Statistique Canada. Selon ces données de 2023 à 2024, c'est à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Les adultes autochtones étaient incarcérés à un taux de 89 pour 10 000 habitants en moyenne, comparativement à 8 pour 10 000 chez les adultes non autochtones. Le document indique que la surreprésentation était plus importante chez les femmes que chez les hommes, selon la presse canadienne. Et parlons dans le domaine minier. La corporation aurifère Vior Inc. prévoit finaliser son programme de forage à Belle-Terre au Témiscamingue d'ici la fin du mois de mars à l'issue du premier trimestre de 2026, pleinement financé avec plus de 40 millions de dollars en trésorerie et en capitaux propres à un budget d'exploration de 15 millions de dollars canadiens, avec aussi comme objectif l'avancement du projet Ligneris à 55 km au nord-ouest d'Amos, où 3 foreuses sont bientôt complètement déployées sur plus de 20 000 mètres. Des résultats sont attendus dans un peu moins de 2 semaines. Et présent avec les services essentiels, malgré un conflit de travail avec le gouvernement du Québec, les 3300 travailleuses et travailleurs paramédicaux de la province, incluant les affiliés à la CSN en Abitibi et au Témiscamingue, augmentent les moyens de pression avec plusieurs manifestations remarquées et toutes ces rangs déployées, eux qui recherchent depuis 3 ans un nouveau contrat de travail. Pour eux, le gouvernement manque de sérieux et ne perçoit pas de sentiment d'urgence pour les négociations. D'ailleurs, lors de leur dernière rencontre, alors que la surcharge de travail serait le quotidien des ambulanciers, le ministère du Travail propose à la table une baisse salariale de 10%, une offre qui, de l'avis des syndiqués, découragera la relève et va hausser la pénurie de main-d'œuvre. Et des ententes au niveau syndical en négociation depuis le début de novembre 2025, les 130 travailleurs-travailleuses ont accepté chez LVL Global à 98% les dernières offres de leur employeur à peine 3 mois après les premières discussions. Pour le président du syndicat STT Temfort, affilié à la CSN Nil Riendo, les syndicats ont obtenu des gains là où ils en voulaient dans ce nouveau contrat de travail. Parmi ces avancées, notons une hausse de salaire de 20% sur 4 ans, une augmentation de l'implication patronale au régime de retraite et à la quantité des jours de vacances, ainsi qu'une majoration des primes pour les employés qui œuvrent de soir et de nuit. Une prime supplémentaire est aussi ajoutée pour les ouvriers présents la fin de semaine. Fier de l'entente, le président Riendo ajoute que travailler chez LVL ne sera plus en attendant quelque chose de mieux. Selon le Conseil central CSN Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, dans le contexte de l'industrie forestière régionale, on doit souligner l'importance de cette entente qui vient stabiliser d'importants emplois au Témiscamingue. Les images que vous voyez sont de la STT Temfort CSN.
Et allons du côté du ministre, non pas du ministre, mais bien du député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. Il dénonce un nouveau programme fédéral de 40 millions de dollars sur 6 ans destiné à soutenir les abattoirs souhaitant adapter leur production aux normes cachères et halal, alors que sa région attend toujours des investissements pour un abattoir de proximité. Selon le député Lemire, cette décision illustre un manque de compréhension des réalités agricoles en région. L'Abitibi-Témiscamingue, reconnue pour sa production bovine, a perdu 25% de ses fermes depuis 2012, tandis que les revenus du secteur ont chuté de 36%. La quasi-absence d'infrastructures locales d'abattage forcerait les producteurs à composer avec de longs transports vers les grands centres, une situation qui fragilise la rentabilité des entreprises et soulève des enjeux de bien-être animal. Sébastien Lemire estime qu'un programme d'investissement ciblé permettrait la mise en place d'abattoirs régionaux viables, favorisant l'autonomie alimentaire et l'accès à des produits locaux à prix abordables. Il remet également en question la pertinence pour l'État de financer des infrastructures liées à des impératifs religieux dans un contexte où les besoins alimentaires de base augmentent. Le député demande ainsi l'abolition du programme fédéral actuel et la réaffectation des sommes vers des initiatives soutenant le développement d'abattoirs de proximité, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Et parlons des travailleurs étrangers temporaires. Un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ, réalisé auprès de 100 entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, révèle des impacts économiques majeurs liés aux restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Les entreprises touchées rapportent des pertes moyennes de 223 000 $ jusqu'à maintenant et anticipent des pertes dépassant le 1 100 000 $ dans les 2 prochaines années. Selon les résultats, ces restrictions entraînent des conséquences opérationnelles concrètes. 24% des entreprises ont refusé ou annulé des contrats. 21% ont abandonné des projets d'investissement et 19% ont dû réduire leur production. Plus préoccupant encore, 34% des répondants estiment que la survie de leur entreprise est menacée, tandis que près de 80% jugent leur région difficilement viable, voire non viable économiquement, en raison de la diminution de l'immigration temporaire et permanente. Les chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue et la FCCQ dénoncent une décision mal adaptée à la réalité régionale, notamment la réduction à 10% de la proportion de travailleurs étrangers temporaires dans les emplois à bas salaire. Elle appelle les gouvernements fédéral et provincial à revoir rapidement ces mesures afin de préserver le dynamisme économique et le développement des régions. Parlons de sport maintenant. Les anciens Canadiens ont gagné 11-5 samedi dernier alors qu'ils étaient de passage à Saint-Bruno-de-Guigues à l'invitation de l'organisation du tournoi de hockey féminin du Témiscamingue. Une partie des fonds amassés par la vente de tous les billets disponibles doivent servir pour rénover le Colisée construit il y a 50 ans. On vous invite à suivre notre résumé du match en images et en entrevue sur le site web de TV Témis dans les jours à venir. Dans la Ligue nationale, même quand tu étais junior avec les Foreurs de Val-d'Or, de la volonté, il en faut et vous en avez eu pour prendre l'autobus et traverser l'hiver pour vous rendre au Témiscamingue. C'est pas un voyage facile là, aujourd'hui. Mais plaisant. On est arrivé ici puis l'accueil est incroyable, donc c'est très chaleureux. On sent pas le froid. Vous avez connu la traverse de Wasaga Beach. Ça vous dit quelque chose, la traverse? Non. Mais en fait, nous, mes 3 moineaux qui est ici, Dandonneau et Bélanger, on est passé par Val-d'Or. OK. Oui, on a conduit jusqu'à Val-d'Or, puis on a donné un podcast là-bas jeudi soir. Okay. Et on est parti juste en avant-midi, juste en fin d'avant-midi pour s'en venir ici. Vous n'oubliez pas vos partisans de Val-d'Or quand vous avez l'occasion de passer. C'est la légende. Ben oui, je leur ai montré comment j'étais. C'est le deuxième maire de Val-d'Or. Il y a un set de clubs Ah oui, j'ai le double. J'ai toutes les clés possibles de Val-d'Or. La passion est encore là pour le Canadien de jouer avec les anciens Canadiens. C'est important pour vous autres? Toujours, ben oui. On a tellement de fun aussi. On se regroupe, les boys. On vient sur la route, on rencontre des gens, on s'amuse. Mais moi, j'ai la chance de les coacher. Oui, parce que je les pousse un peu, là. Il y a des partisans qui auraient aimé ça, te voir enfiler des buts, mais malheureusement... Il y a des coéquipiers aussi. Oui.
Mais malheureusement, c'est une blessure qui t'empêche d'être... Oui, l'épaule, Hey, celui qui dit ça, c'est celui qui a son premier match pour le Canadien de Montréal. Les anciens vont enfiler le chandail pour la première fois. C'est moi qui le coach. Puis il veut me bâcher comme ça en c'est direct lui qui à le bench. Hey, c'est moi qui va le bencher. Checkez bien ça. Ouais, mais te priver de Mathieu Darneau, je pense que c'est pas vouloir gagner. Ah non, c'est pas Mathieu. Mathieu, l'autre à côté. Mélangé. Moi, c'est Eric, d'accord. Non, lui, c'est Eric. OK, lui, c'est Eric. C'est lui qui score plus que Darneau? Ben oui. Non, lui, il va bencher. Lui est en forme. Excellent. Ben, je souhaite un bon match et merci d'être au Témiscamingue pour supporter cette organisation. C'est bien apprécié, vous le voyez avec tous les gens qui sont là. Ouais, du fun, nous autres. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Et au sport, toujours dans la Great Metro Hockey League, les Pirates n'ont plus que 8 matchs à jouer avant l'arrivée des séries éliminatoires. 7 de cette confrontation se joueront sur la route, dont 3 le week-end qui vient. Une rencontre est prévue contre les Dragons de Wasaga à l'Arena Frère Arthur Bergeron le 31 janvier, 20h à Ville-Marie. La formation a perdu ses 2 dernières rencontres loin du domicile, revers de 9-5 à Wasaga et 12-2 à West Nipissing les 16 et 17 janvier. William Arsenault, avec 2 buts, s'est distingué vendredi dernier. La dernière victoire des Pirates qui remonte au 10 janvier sur les Knights de Meaford, un gain de 6-1 impliquant un tour du chapeau de Cooper Brazeau. Ville-Marie, avec 15 victoires, 13 défaites, 2 points, récoltant sur temps, sont au 5e rang de la division Nord avec 32 points, 7 de moins que Tottenham. La formation de Marc-André Caron a profité de la dernière période de transaction pour ajouter 5 joueurs à sa formation en vue des séries, l'attaquant d'Amos de 20 ans Maxence Albert, Zachary Godbout et Louis Boulanger, âgés tous deux 18 ans. Aussi Christopher Cahouette-Letourneau et Mathias Carbonneau-Larouche, 2 affiliés de 18 ans qui deviennent réguliers. Et c'est cette fin de semaine, soit du vendredi 23 au dimanche 25 janvier, que se joue la 48e édition du tournoi intermédiaire du comité récréatif de Gig. 21 équipes des principales villes de l'Abitibi, du Témiscamingue et même de Toronto se sont inscrites. 39 rencontres, incluant les demi-finales et les finales de samedi et dimanche, sont prévues. Des épreuves de confrontation ont lieu samedi 20h. Ce sera suivi d'une soirée dansante avec DJ. Un service de raccompagnement vous conduira à la maison après la fête. Les parties qui se dérouleront au Colisée de Saint-Bruno-de-Guigue et l'Arena Frère Arthur Bergeron de Ville-Marie. Les matchs décisifs ont lieu dimanche à partir de 13h à Guigue. 29 commanditaires témiscamiens supportent l'événement. Et retour des courses de camions, enfin, les gens d'ici ne laissent pas les grands froids de janvier stopper leur activité. Le 61e carnaval de Lorrainville, dont on compte vous parler bientôt, et dorénavant des courses de camions 10 roues sur glace. Ben oui, c'est pas la première fois. L'entrée est gratuite et a lieu le 28 février dès 10h le matin. Les compétitions ont lieu sur le site de la ferme Bibo au 1001 chemin du premier rang à Duhamel-Ouest. L'itinéraire est tracé pour vous aider à trouver l'endroit sur la page Facebook de course de 10 roues sur glace. Les intéressés joignent David Dussault. Enfin, les amateurs de foot, du soccer du Témiscamingue, dont de nombreux membres de la communauté africaine et témiscamienne, ont assisté au match de la Coupe d'Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier dernier. 28 jours de compétition à Ville-Marie. Compétition remportée 1-0 par les Lions de Teranga, l'équipe sénégalaise sur les Lions de l'Atlas, l'équipe marocaine à Rabat, la capitale. Un résumé de la finale vous sera présenté sur la page web de TV Témis. C'est à suivre.
Vous souhaitez faire parler de vous et de votre implication dans la communauté? Ben, ça tombe bien. On est la télévision communautaire, faite comme bien du monde qui souhaite utiliser leurs médias au Témiscamingue. Joignez journaliste à commercial-témis.tv. Au plaisir de faire des nouvelles avec vous. Là-dessus, ça complète ce bulletin d'actualité. On vous laisse à vos différentes occupations. Faites-le prudemment. Roulez doucement en prenant vos distances sur vos routes et chemins. On se retrouve bientôt. Bye bye.